Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, comme je vous disais, je vais vous présenter donc l'énéagramme. Alors, j'y ai créé donc mon entreprise qui s'appelle La Bonne Heure. Je vais me présenter vite fait. Je suis Karine Toulouse. Je suis mariée. J'ai 3 enfants, 3 garçons, un de 21 ans, un de 15 ans et un petit de 4 ans. Alors, j'aime bien me définir comme Obélix parce que je suis tombée dans le développement personnel quand j'étais petite et je n'en sors plus. Je suis à la base sophrologue. Je me suis formée en 2001, diplômée en 2002 et je me suis très très vite passionnée par l'énéagramme. J'avais une vingtaine d'années. Alors, les soins de l'âme également. Vous verrez que cet outil, c'est un outil de développement personnel qui est beaucoup développé en Occident, en développement personnel et psychologique. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi un outil spirituel. Alors, qu'est-ce que l'énéagramme? C'est un outil ancestral de connaissance de soi et des autres. Vous allez voir qu'en fait, pour se découvrir, il faut être entouré des autres. Et c'est vraiment le seul outil qui, pour moi, aujourd'hui, j'en connais pas d'autres, qui nous apporte des connaissances sur soi et sur les autres. Alors, c'est un outil puissant qui nous aide effectivement à nous libérer rapidement de nos mécanismes automatiques et à mieux les observer et à les comprendre. J'aime expliquer les choses comme ceci avec le film The Mask, si vous l'avez vu, avec Jim Carrey. C'est un personnage qui tombe sur un masque et le jour où il le met, il n'arrive plus à s'en passer et il devient le masque. Et ben nous, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est construit avec des croyances, on s'est construit avec un masque, une armure, et en fait, ben, on n'arrive plus, on s'est identifié à ça et on n'en sort plus, et du coup, on ne voit plus notre vrai moi derrière ce masque. Donc, c'est important d'aller identifier qui nous sommes derrière, qui je suis, et non pas seulement nos comportements. Voilà. C'est un outil efficace aussi pour nous aider à identifier nos croyances, bien entendu, hein, pourquoi on s'est fabriqué comme ça, nos talents, parce que forcément, le jour où on a pris ce raccourci qui a fonctionné, ben, on l'a gardé. Donc, du coup, on est devenu excellent dans notre mécanisme, dans notre compulsion, nos désirs qui nous ont créés et nos peurs. Voilà, on voit un petit peu tout ça. Alors, c'est très important pour moi de vous expliquer que c'est un outil dynamique et évolutif. Dynamique comme le symbole du yin et du yang. C'est un mouvement, c'est un symbole qui est en mouvement, qui est dynamique et dont le blanc se mélange dans le noir, etc. et qui tourne. Et bien, l'énéagramme, vous allez le voir, c'est aussi très dynamique. Il faudrait limite voir cette image en 3D pour comprendre qu'en fait, elle est évolutive et en mouvement tout le temps. Il n'y a pas d'enfermement ou de limitation dans cet outil, bien au contraire. Alors, la théorie nous dit que chaque individu possède un potentiel illimité dès sa naissance. On vient au monde avec tous les potentiels et le cercle symbolise l'éventail infini de possibilités entre l'individu et son environnement en termes de personnalité et de comportement. Donc, nous sommes 7 milliards sur Terre et nous sommes 7 milliards à tenir sur ce cercle. Ce cercle, il faut vraiment le voir comme l'unité, le grand tout. Voilà. Et on verra qu'il ressort 9 facettes principales qui sont perçues à partir des différents comportements observés. Donc, la partie découverte de l'iceberg, bien entendu. Donc, il y a 9 facettes de voir le monde. En fonction de ses premières expériences de vie, l'enfant verra le monde extérieur à travers sa lentille particulière, privilégiant certains aspects plus que d'autres. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Alors, juste pour comprendre comment se façonne l'énéagramme, parce qu'on a tous une tête, un cœur et un corps. Donc, je vais vous parler d'intelligence et d'instinct corporel. Bien sûr, on a les trois, on a l'instinct cœur, on a l'instinct tête, mais vous allez voir qu'il y en a un qu'on a gardé et qu'on a privilégié parmi les autres. Alors, dans notre plus jeune âge, et dans l'enfant, se développe instinctivement dans ce qu'on appelle une intelligence, un instinct corporel, puis une intelligence du cœur, et ensuite, vers 3-4 ans, une intelligence mentale. Ben oui, jusqu'à 1 an, 2 ans à peu près, 1 an, 1 an et demi, on touche,
marche à quatre pattes et on apprend à marcher. Donc, on est vraiment dans cette intelligence corporelle, dans cet instinct corps. Ensuite, on va développer notre frustration, la tristesse, la colère, la séparation. Hein. On va commencer à comprendre vers 9 mois, 1 an, 12 mois, ça dépend des enfants, mais assez rapidement, on a des émotions puisqu'on comprend que maman et moi, ben, c'est pas la même personne. Ensuite, vers 3-4 ans, on va à l'école et cette fois-ci, on développe notre intelligence mentale avec une prise de conscience du monde qui fonctionne plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Alors, comment ça se passe un stage Ennéagramme? C'est un stage qui a lieu sur 2 jours. Hein, vous le verrez par la suite. C'est soit 2 jours samedi, dimanche, soit 2 jours samedi, 2 samedis consécutifs. Ça se transmet en tradition orale. C'est vraiment une méthode de pédagogie de transmission qui est très participative. C'est avec l'aide des autres, avec l'échange et le témoignage des participants que l'on arrive à faire quelque chose de vivant, de participatif. Et c'est comme ça que l'on trouve son énéatype. On a des exercices et des mises en situation, bien sûr, hein, de manière ludique, qui vont aussi nous aider à prendre conscience de qui je suis, ce que je suis, par opposition aux autres. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et une autre écoute qui nous permet éventuellement d'avoir une relation plus constructive avec l'autre. Alors, un code éthique, bien sûr, hein, un type ne décrit pas entièrement un individu, on est bien plus que ça. L'énéagramme ne nous dit rien de notre histoire, hein, on a tous des vécus personnels, nous sommes tous uniques, hein, c'est pas ce que dit hein, l'énéagramme. Un type ne nous donne pas d'informations significatives sur la qualité de notre caractère. Vous allez le voir, il n'y a pas un type qui est mieux que les autres ou un type qui est moins bon que les autres. Bien au contraire, ils ont chacun leurs qualités et chacun leurs défauts et chacun a son lot de galères. Ou bien sûr de notre intelligence. Il n'y a pas d'énéatype qui est plus intelligent qu'un autre. Une personne est bien plus que son type, hein, on est bien d'accord que son type, ce n'est qu'une réaction énergétique, hein, une réaction de comportement et non pas la description d'une personnalité à part entière. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'est l'énéagramme, donc la racine provient du grec, énéa qui signifie 9 et gramma qui signifie figure. Donc, vous voyez qu'il y a un diagramme. Ce diagramme, c'est le système d'étude de la personnalité qui nous permet de mieux se connaître et mieux comprendre les autres. Vous voyez, il y a une dynamique de flèches. Il y a aussi une trinité 3, 6, 9 ici. Et vous avez des chiffres, quand vous faites 1 divisé par 7, par exemple, vous allez tomber sur une série de chiffres qui va vous donner une suite de 1, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 à l'infini. Pythagore aurait participé à l'énéagramme. C'est pour ça que je passe à la slide suivante pour vous parler un petit peu de l'histoire qui est quand même au niveau des origines très floue. On ne sait pas trop d'où ça vient. On a des hypothèses qui nous disent que ça viendrait du soufisme, que Pythagore y aurait participé. Je vois que Pythagore a une faute. Je suis désolée, c'est une faute de frappe. J'ai pourtant vérifié, mais vous voyez, on ne les voit pas toutes. Ensuite, c'est arrivé avec Gurdjieff à partir du XXe siècle. Dans les années 70, on a Oscar Ichazo et Claudio Naranjo, qui était un psychiatre qui a étudié aussi l'énéagramme. Hélène Palmer, qui a ramené l'outil aux États-Unis, avec David Daniels aussi, qui a beaucoup participé. Et Eric Salmon, qui a amené l'énéagramme dans les années 80 en France. Voilà. Depuis, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de livres, beaucoup de formations. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quand je vous parle d'énéagramme depuis tout à l'heure avec l'instinctif corps, l'instinctif émotionnel et l'instinctif mental, et ben on les retrouve, ce que vous voyez, ils se découpent. Donc, quand on parlera des énéatypes 8, 9, 1, ben on dira que ce sont des instinctifs d'action, des instinctifs corporels, c'est-à-dire que tout passe par le corps, tout passe par le ressenti corporel, par l'action, par l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une tête pour penser et qu'ils n'ont pas un accès au mental et qu'ils n'ont pas un cœur pour ressentir. Hein, bien sûr, ce n'est qu'une réaction première, c'est-à-dire qu'un 8-9-1 pour choisir son appartement, c'est en allant dans 2 appartements complètement identiques à 2 étages différents,
c'est en se déplaçant dans les deux appartements que l'instinctif corps dira c'est celui-là que je veux parce que c'est celui-là dans lequel je me sens bien. Voilà, il aura besoin d'aller voir les deux alors qu'il n'y a aucune différence visible. Voilà. L'émotionnel, donc le 2, 3, 4, eux sont sensibles à l'image et à tout ce qui est sensation et ressenti. Donc, ce sont des gens qui, dans le vocabulaire, vont vraiment employer ces mots-là. J'ai besoin de sentir, j'ai ressenti, je me sens, je me sens. Et dans la tête, donc dans le mental, dans l'instinct mental, dans l'instinct de réflexion, de compréhension, vous avez plutôt les 5, 6, 7, donc qui font partie vraiment de la tête. Et eux ont besoin de comprendre, ont besoin de réfléchir, ont besoin de mettre du sens mental sur les choses. Alors ensuite, ben, vous voyez, on voit bien avec le triangle bleu la trinité, 3, 6, 9. Vous allez voir, ce sont des gens un petit peu à part parce qu'à la fois tournés vers eux et à la fois tournés vers l'extérieur, alors que les autres énéatypes, par exemple, un 8 sera tourné plutôt vers lui, un 2 sera plutôt tourné vers l'extérieur. Enfin voilà, vous allez voir, ça c'est des détails qu'on ne verra peut-être pas lors de la conférence, mais vous avez ce triangle de, enfin en tout cas la trinité, eux, ils sont un petit peu à part. Ils ont les mêmes problématiques que nous, hein, mais avec d'autres particularités. Ben oui, la Trinité. Et donc, vous voyez les flèches. Ce qui est important aussi à voir, c'est les flèches, c'est-à-dire que nous ne sommes pas qu'un énéatype de base. On a ce qu'on appelle un port d'attache, hein, par exemple. Si j'ai un port d'attache 9, eh ben, je vais avoir une flèche en 3 et une flèche en 6. On parle de ces flèches en sens de stress ou de non-stress, donc d'intégration ou de désintégration dans notre jargon, peu importe. Si je suis un néatype 9, eh ben, quand je vais pas bien, je vais avoir tendance à ruminer et à passer dans mon mental dans le 6, à me poser plein de questions, à pas savoir quoi faire. Donc, du coup, je ne suis plus dans l'action, alors que quand je vais bien, hein, les flèches vont toujours dans le sens où on va pas bien. Elles sont vraiment montrées qu'en désintégration. Donc, un 9 qui va pas bien, il va en 6, vous voyez. Et du coup, ben, pour passer à l'action, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'il fasse 2 pas, alors que quand il va bien, il va directement en 3 et dans l'action. Voilà. Et ça marche de la même manière pour les autres. Un énéatype 8, quand il va bien, il va plutôt aller dans l'aide aux autres, dans l'altruiste du 2. Et quand il va pas bien, il va plutôt s'isoler et aller dans l'isolement du 5 qui a besoin de calme et de repos. Alors là, je vous donne les mots parce que alors, je ne suis pas super fan, je trouve ça très limitant, mais on est obligé de passer par là parce que quand vous entendrez parler d'énéagramme, vous entendrez forcément parler de leur nom. Voilà, alors le type 1, on le dit le perfectionniste, le type 2, on le dit l'altruiste, le type 3, on l'appelle le battant ou le compétiteur, le 4, on l'appelle le romantique ou l'artiste, le 5, on l'appelle l'observateur. Le 6, on l'appelle le loyal. Le 7, on l'appelle l'épicurien ou le gourmand. Et le 8, on l'appelle le chef ou le leader. Et le 9, le médiateur. Alors, vous voyez, c'est très caricaturé. Bon, après, voilà, ça existe, c'est comme ça. Ensuite, donc, on a des flèches et on a des ailes, effectivement. Ben, si je suis 8, je suis positionnée forcément entre le 9 et le 7. Donc, ça va me donner une teinte particulière. Admettons, je suis 8 et je suis teintée rouge. Ben, avec le 7 d'un côté et le 9 de l'autre, eh ben, je vais me teinter de rose clair pour le 9, par exemple. Et de 7, je ne sais pas, on va mettre du vert. Ben, voilà, au lieu d'être toute rouge, ben, je vais de temps en temps être un petit peu plus marron en mélangeant du vert, ou je vais être un petit peu plus rosé pâle sur le 9. Voilà, ça va me teinter de qualité de mes ailes d'à côté. En sachant qu'on a, donc ils appellent ça aile principale ou aile secondaire, parce que dans la première partie de notre vie, on développe principalement une première aile qui nous aide beaucoup. Des fois, on s'identifie tellement à cette aile qu'on ne sait plus où est notre base. Et on a dans notre deuxième moitié de vie, de parcours de vie, donc environ 40-42 ans, passé ce stade, on développe la deuxième aile. Alors, pour vous illustrer un petit peu l'énéagramme, j'aime bien utiliser cet exercice. C'est bientôt Noël ou un anniversaire, peu importe, ça marche aussi. Hein. Il me reste des cadeaux à acheter. Vous allez voir les 9 types de réactions, donc les 9 façons d'acheter un cadeau.
Le type 1 dira, je dois trouver un cadeau pour chacun, c'est une question de principe. Le type 2 dira pas mal, hein, cela va lui rendre service et ça exprimera la chaleur humaine que j'ai envie d'y associer. Un type 3 dira un foulard en laine, non, je crois qu'elle n'en a pas besoin, ce sera plutôt pratique, ce sera pratique et efficace. Enfin, pardon, je crois qu'elle en a besoin, ce sera pratique et efficace. Un type 4 dira, j'ai une idée originale pour chacun, moi je vais faire une toile qui le représente. Un type 5, lui, dira, raisonnons froidement, qu'est-ce que chacun a reçu l'année passée et qu'est-ce qui leur manque. Le 6 dira, moi si je choisis un ustensile de cuisine, il y a le risque qu'il l'ait déjà, alors il faut trouver autre chose. Là, il va réfléchir. Le 7, aucune importance, tant que le cadeau est plein de couleurs et quelque chose de nouveau. Le 8 dira, bon, assez d'hésitation, il faut se décider maintenant. Et le 9 dira, pourquoi se bousculer? Moi, je voudrais bien prendre le temps de choisir en paix. Voilà. Alors, pour aller dans chaque énéatype, pour vous les présenter quand même, hein, l'énéatype 1, on dit qu'il est fiable, rigoureux, engagé, travailleur, organisé et précis. C'est quelqu'un qui aime les règles, qui aime les faire respecter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à déléguer. C'est quelqu'un qui a le masque quand même du rigide et du froid. Il peut paraître exigeant, il peut paraître perfectionniste, un peu maniaque sur les bords. Et quelqu'un qui ne se lâche pas. Effectivement, c'est pas l'énéatype le plus spontané, c'est pas celui qui va faire des blagues. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est là pour le travail et le respect de l'ordre. On retrouve beaucoup d'énéatypes de ce style-là, hein. J'aime pas trop ça, mais ça donne des idées, dans les juges, les avocats, les agents de la loi, voilà, tous les gens qui sont dans le respect du cadre, des règles et de la loi. Voilà, donc on retrouve bien sa petite phrase qui dit « Je dois trouver un cadeau pour chacun, c'est une question de principe ». L'énéatype 2 dit l'altruiste, hein, donc là c'est quelqu'un qui est plutôt serviable, on dira de lui qu'il est aidant, hein, c'est quelqu'un qui aime aider les gens, il est plutôt accueillant, il est attentionné. C'est quelqu'un de très actif aussi, hein, très généreux, parce qu'il est gentil, qu'il est mou, bien au contraire. Il peut paraître envahissant, alors ça c'est par exemple la maman, hein, qui va faire les tubes, qui va lui dire de mettre un pull. Voilà, ça peut être un peu étouffant, une maman d'eux. Elle en fait trop et ça peut être vraiment envahissant. Ce sont des très très bonnes secrétaires, un secrétaire de direction qui aiment être au courant de tout, qui discutent avec tout le monde. Ce sont des gens plutôt serviables et dévoués. Voilà. Alors, vous voyez, ça sera pas mal, hein, cela va lui rendre service et ça exprimera la chaleur humaine que j'ai envie d'y associer. C'est quelqu'un qui devine avant vous les besoins que vous avez. Voilà. L'énéatype 3, alors c'est un des profils les plus charmeurs, il est très efficace, il est déterminé, c'est un battant. Quand il a fixé un objectif, il fera tout pour l'atteindre. D'où le terme de manipulateur. Alors, manipulateur, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, hein, c'est plutôt un bon vendeur. Voilà, hein, c'est vraiment la caricature type du bon commercial. Il est plutôt matérialiste, hein, il aime bien avoir la belle montre, la belle voiture. Voilà, ce sont plutôt des gens opportunistes et bien ancrés dans la matière et le matériel. Voilà, un foulard en laine, hein, je crois que là, on a besoin, ce sera pratique et efficace. Hein. Oui, alors, il est dans l'émotionnel, mais je vous disais qu'il y a des particularités, c'est un émotionnel dit congelé. Voilà, donc il a la faculté de lire en vous, mais il est très mal à l'aise avec ses propres émotions. L'énéatype 4, c'est quelqu'un qui aime l'originalité, il a un côté un peu artiste, hein. Bien souvent on les retrouvera d'ailleurs dans tous les gens qui sont artistes peintres, créateurs, quelconques, dessinateurs, voilà, ce sont des gens sensibles, imaginatifs, qui aiment le sens du beau, on peut les voir aussi un peu égocentrés, tournés vers eux, instables. Ils ont un côté un peu bipolaire, un peu excessif, un peu impulsif. Ils ont soit dans le creux de la vague, ils vont vraiment pas bien, ils le revendiquent, soit ils vont très très bien. Et vous le savez aussi, ils ont un côté, vous voyez, un peu théâtral des émotions, ouais, un peu un côté vague à l'âme, quoi. Voilà. Et eux, ils aiment l'originalité, donc j'ai une idée originale, hein. Pour chacun, je fais une toile qui le représente. Ça, c'est typique de l'énéatype 4.
Un aîné type 5, c'est quelqu'un qui est calme, qui est plutôt posé, qui est plutôt observateur, plus spectateur qu'acteur. C'est quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui est érudit. Il peut avoir le masque du froid aussi, parce qu'il n'est pas très dans l'émotionnel, hein, il n'est pas très démonstratif, il aime plutôt être seul, il aime bien être enfermé, c'est quelqu'un qui est discret et qui apprécie ces moments de solitude. On les repère souvent comme ça. Les aînés type 5, c'est des gens qui aiment être seuls. Hein, l'inverse des deux qui détestent être seuls. Il y a un 5 qui adore être seul. Alors lui dira, ben, vous voyez, un raisonnons froidement, pas d'émotion. Hein, qu'est-ce que chacun a reçu l'année passée et qu'est-ce qui leur manque? C'est très réfléchi. Un aîné type 6, c'est quelqu'un qui est respectueux, qui est crédible, qui est vif, qui est très dans le social et qui est loyal. C'est quelqu'un qui est aussi susceptible, indécis, qui a énormément de mal à faire des choix. C'est un des néatypes les plus anxieux. Ils ont la petite moulinette qui tourne tout le temps. Ils ont toujours le doute et ils se posent mille et une questions. Ils ont tendance à être un peu insatisfaits de tout et très bavards. Si je choisis un ustensile de cuisine, il y a le reste qui l'est déjà. Alors, il faut trouver autre chose. Voilà, on le verra pas là aux profondeurs. Dans les énéatypes 6, on a deux profils. On a ce qu'on appelle le phobique et le contre-phobique. Donc, dans cet énéatype 6, ils ont deux manières de réagir face à la peur. C'est le royaume de la peur pour les 5, 6, 7, c'est des peurs mentales. Et l'aîné à type 6, c'est soit celui qui a peur mais qui fonce parce que de toute façon, mourir pour mourir, il faut aller dans le feu. Et puis vous avez l'aîné à type 6 qui dira, ben, plutôt que mourir, moi je vais rester le plus longtemps possible loin du feu. Puis ben, si je dois mourir, mais moi je ne bouge pas d'ici. Voilà, donc il y a vraiment deux façons de réagir. L'aîné à type 7, c'est quelqu'un qui est chaleureux. Alors, c'est le syndrome de Peter Pan par excellence. C'est celui qui verra toujours le verre à moitié plein. Il est chaleureux, il est sympathique, il est enthousiaste, il est dynamique, il est drôle. C'est celui qui fait le pitre et le clown à vos soirées. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'engager. C'est quelqu'un qui est plutôt un papillon dans le sens, il va jamais au bout de ses idées. C'est quelqu'un qui papillonne, qui est curieux de tout, mais qui s'investit dans rien vraiment. Plutôt un zappeur, un volatile et un instable. Alors instable dans le sens où c'est quelqu'un qui peut facilement changer de boulot toute une vie sans problème, changer beaucoup de métiers. Ça, c'est typique de l'aîné type 7 parce qu'il se pose nulle part en fait. Aucune importance, tant que le cadeau est plein de couleurs et quelque chose de nouveau. Hein, la vie avec l'aîné type 7, c'est une bouteille de champagne avec ses bulles. Hein, c'est vraiment la vie, c'est ça. Hein, c'est fête et bulles de champagne. L'aîné type 8, alors, vous voyez, c'est le lion, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt juste, protecteur, vrai, entier, alors sensible, mais c'est pas la même chose qu'on verra chez lui. C'est quelqu'un qui est généreux, mais avec qui il a envie. Il est rentre dedans, il est agressif, il est piquant et il est dur. C'est quelqu'un de franc, de tranché, qui mâche pas ses mots. En personnage que vous connaissez tous, il y a Gérard Depardieu qui est comme ça, Josiane Balasco, et c'est des gens qui sont plutôt cash, qui passent pas par, qui passent pas midi à 14 heures. Enfin voilà, c'est vraiment, ils mâchent pas leur mot. Bon, allez, c'est une hésitation, il faut se décider maintenant. C'est des gens qui tranchent, c'est des gens qui choisissent. C'est pour ça qu'on les dit les chefs, les leaders, parce que c'est quelqu'un qui sait décider sans problème et qui sait dire non. Un Néana type 9, c'est quelqu'un de calme, de gentil, de tranquille, qui respecte son rythme et qui a un rythme plutôt tranquille. On peut le voir comme quelqu'un justement de flegmatique, de lent, d'éteint, plutôt de passif et d'indécis. Alors indécis parce que c'est quelqu'un qui, à l'inverse du 8, ne tranche pas, ne prend pas position parce qu'il ne veut surtout pas générer de conflit. Il veut la paix, l'harmonie et la tranquillité, le 9. Donc, pourquoi se bousculer? Je voudrais prendre le temps de choisir en paix. Voilà pour tous les énéatypes. Alors, moi, j'aime vous expliquer aussi que notre essence représente notre possibilité d'utiliser tous nos potentiels. Le but, justement, c'est de se découvrir, de voir dans quel mécanisme de base on se situe, quel masque on a porté, quel masque on porte. Est-ce que je porte un masque du 9, un masque du 8, un masque du 6, avec des ailes et des flèches peut-être, mais n'empêche que ma base, elle est là. Et ben, il y a forcément, vous allez voir, des qualités que je n'ai pas exploitées parce que si j'ai une base
2 ailes et 2 flèches, et ben, j'en utilise que 5 sur 9. Donc, il y a forcément des potentiels que je n'utilise pas du tout. Et vous allez très, très vite vous reconnaître. Bien souvent, les gens qui sont loin de vous, donc qui ne sont pas dans vos potentiels utilisés, ben, vous ne pouvez pas les saquer. Bien souvent, vous ne les comprenez pas et puis vous avez du mal avec eux. Vous dites, je ne peux pas le sentir, celui-là, je ne sais pas pourquoi. Et parce qu'en fait, il est très, très loin de votre énergie. Et en fait, c'est une qualité, c'est un potentiel que vous n'avez pas développé. Il y a en chacun de nous une capacité à se développer et à s'épanouir qui augmente l'estime de soi et une forme d'auto-guérison. Donc, nous avons besoin de nous accomplir pleinement. En nous découvrant, nous trouvons notre voie vers les autres. En nous acceptant, nous pouvons plus facilement accepter les autres. En nous aimant, nous pouvons véritablement aimer les autres. Réalisons donc nous pleinement pour contribuer au mieux-être de nos familles, de nos communautés et du monde. Si tout le monde faisait de l'énéagramme, eh ben, il n'y aurait pas de guerre, je vous le garantis. Alors, concernant mes dates, prochaines dates, donc elles se font en présentiel, mais elles se font également à distance. Vous avez 2 modes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je propose des formations en week-end, samedi et dimanche, et des 2 jours sur 2 samedis consécutifs. Voilà, donc vous avez quelques dates. Vous en avez une bientôt là qui a lieu le 14 et 15 janvier. Ensuite, vous en avez le 11 et 18 février, le 11 et 18 mars, le 15 et 16 avril, le 13 et 20 mai. En juin, juillet, août, il n'y en a pas. Je reprends en septembre, le 30 septembre, le 1er octobre. Ensuite, le 18 et 25 novembre et le 9 et 10 décembre. Voilà, vous avez un planning plutôt complet. Il y en a pratiquement un par mois pour cette année. Donc, au plaisir de vous rencontrer. J'espère que, bon, là, il n'y a pas de live. Donc, les questions, malheureusement, je vais être obligée de vous laisser mes coordonnées. Si vous souhaitez me contacter, ben, ça sera avec plaisir que je vous ferai découvrir tout cela. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cet outil pourrait vous être utile. Pour moi, c'est une... si je pouvais le rendre obligatoire, je le rendrais obligatoire à tout thérapeute. Je pense que tout thérapeute devrait avoir fait de l'énéagramme pour être plus juste et plus neutre pour servir les autres. C'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Il y a un avant et un après, je vous le garantis. Donc, si vous avez des questions, bah, vous avez déjà mon site, labonneur.org, www.labonneur.org. Vous pouvez me contacter sur karine@labonneur.org et mon numéro de téléphone qui s'affiche 07 89 99 33 57. Au plaisir de vous rencontrer ou de répondre à vos questions. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère vous revoir très bientôt. Au plaisir, prenez soin de vous.